Mesdames et messieurs, chers collègues, bonsoir. Nous allons ouvrir la séance de ce conseil municipal. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Madame Hélène Lancel-Toubans. Alors j'ai... Oui, vous m'avez demandé le droit à la parole, je vous la donnerai en fin de conseil. Merci. J'ai plusieurs procurations. Madame Pain à Monsieur Hurtaud et Monsieur Berriot à Fabrice Richard. Je souhaite la bienvenue à Aude Salahi, que j'ai le plaisir d'installer ce soir en tant que conseillère municipale, suite à la démission de Laurent Sédou. Le procès-verbal du conseil municipal du 6 juillet dernier appelle-t-il des remarques de votre part? Oui. Peut-être on peut donner un micro à Monsieur Hurtaud. Bonsoir tout le monde. Nous sommes étonnés de voir M. David Urban être nommé alors que deux personnes le précédaient sur votre liste. M. Danoy, Pierre et Elisabeth Delagrange. Que sont-elles devenues? C'est votre première question. Eh bien, comme vous vous en doutez... Sur le PV, il faudrait qu'on nous précise quelles sont devenues ces personnes. Des gens ont voté pour ces personnes, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Alors je vous rassure, elles sont en très bonne santé. Voilà. Et elles ont tout simplement pas pu siéger. Il n'y a aucune obligation légale de le mentionner. D'ailleurs, le contrôle de légalité ne pose aucun problème sur cette délibération et sur cette présentation, comme ça a été le cas quand plusieurs personnes ont démissionné avant votre installation au Conseil. Nous, ça a été inscrit que certaines personnes avaient démissionné. Là, ce n'est pas le cas. Oui, encore une fois, il n'y a aucune obligation légale sur ce sujet-là. En fait, vous pouvez dire si elles ont refusé le poste ou si elles ont démissionné. Elles n'ont pas souhaité siéger, je viens de vous amener la réponse. Je viens de vous le dire. Pour des raisons personnelles de planning, tout simplement. D'autres remarques de fond et de projet sur le PV du dernier conseil? Merci, je vous propose donc de l'adopter. Des votes contre? Des abstentions? Merci. Je vous informe que nous allons passer aux convocations par voie digitale, comme la législation nous y invite, et nous passerons par le service Gironde numérique Pastel. Vous avez dans les chemises qui vous ont été distribuées notamment un petit questionnaire avec l'adresse mail que vous souhaitez que nous utilisions pour vous envoyer les convocations digitales. Bien sûr, si certains d'entre vous souhaitent encore que nous imprimions les dossiers avant les conseils, nous le ferons. Mais comme la réglementation en vigueur nous y invite, nous allons passer aux convocations numériques par le système digital Pastel, ce qui nous permettra aussi de suivre les emails et de savoir s'ils ont bien été acheminés, s'ils ont bien été ouverts et s'ils ont bien été consultés. Il n'y a pas d'obligation d'avoir une adresse spécifique mairie, nous pouvons vous en créer une si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi, parce que certains d'entre vous le souhaitent, utiliser une adresse personnelle. Avant de démarrer l'ordre du jour de ce conseil, j'ai quelques informations. Bien sûr, les portes de l'école primaire se sont ouvertes jeudi et un peu vendredi pour certaines maternelles, sous le soleil et dans la bonne humeur. Une rentrée efficace et réussie pour l'ensemble des enfants, le personnel enseignant et le personnel municipal, dont je souligne une nouvelle fois l'engagement et le sérieux. Un personnel municipal de l'école que nous avons eu l'occasion de rencontrer pour le traditionnel repas de rentrée. Je vous remercie d'avoir répondu présent pour ce déjeuner avec l'ensemble de l'équipe éducative. Et la plupart des élus de la majorité étaient présents, mais tous les élus étaient invités. La réunion de rentrée avec les agents a eu lieu aussi lundi dernier, un moment d'information, mais aussi un moment de convivialité, de cohésion d'équipe. On sent une équipe municipale d'agents prête à sortir un peu de la crise sanitaire et à s'engager dans l'ouverture de la ville et la réouverture
des animations et de la vie locale. Les événements de l'été, cinéma de plein air et marché nocturne se sont eux aussi bien déroulés. Alors, une météo peu clémente nous avait obligés à rapatrier 3 des 4 séances de cinéma dans la salle des fêtes, et l'application du pass sanitaire un peu précipitamment a malheureusement impacté la fréquentation, mais les bilans sont malgré tout satisfaisants et positifs, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons pu échanger avec de nombreux Saint-Hélénois présents lors de ces manifestations. Alors plus récemment, beaucoup de monde aussi, samedi dernier, à la salle des sports et à la médiathèque pour le forum des associations. Aujourd'hui, le pass sanitaire ne semble plus être un obstacle pour la plupart d'entre nous, puisque je vous ai presque tous vus lors de ce forum, et on a tous pu constater que le parking était plein et qu'il y avait beaucoup de monde. Après ces derniers mois, l'inquiétude des acteurs associatifs est grande concernant le renouvellement des adhésions et les effectifs, et bien sûr leurs impacts budgétaires. Nous allons attendre les premiers retours des assos, mais la fréquentation du forum nous envoie des signaux très positifs. Ce même jour, donc samedi dernier, nous avons organisé pour la seconde année consécutive l'accueil des nouveaux habitants. Donc une trentaine de nouveaux arrivants sont venus partager un petit déjeuner avec nous. On teste les formules. L'année dernière, c'était un verre de l'amitié. Aujourd'hui, c'était un petit déjeuner. Cette année, on essaiera peut-être autre chose l'année prochaine. Et c'était encore un moment très intéressant d'accueil et de partage. Sur les travaux, la rénovation des trottoirs du lotissement L'Esquirotte touche à sa fin. Sylvie, je pense qu'on est bientôt à la livraison. Donc maintenant, les personnes pourront marcher sur un trottoir plus confortable, et surtout pour les fauteuils roulants et les poussettes, ça sera bien plus sécurisé. La déviation, vous avez tous vu la déviation, j'ai vu quelques remarques d'ailleurs, concernant la déviation des travaux de restructuration de l'enrobé sur la départementale. Alors nous avons été prévenus par le département presque la veille pour le lendemain, ça a été un petit peu compliqué à organiser. Nous avons d'ailleurs mis en suspens pour ces travaux le marquage au sol de la zone 30, puisqu'il y a beaucoup de trafic, vous l'avez remarqué, mais aussi beaucoup de camions pour transportant l'enrobé qui vont passer dans la ville à partir de la semaine prochaine, même cette semaine je pense, fin de semaine, puisque les travaux devraient se terminer en fin de semaine. Donc nous avons suspendu les marquages au sol qui restaient à faire pour les refaire, les continuer après les travaux. Le forage de Touriac va être livré dans quelques semaines, voire quelques jours. Donc je vous rappelle que c'est un forage qui est censé abonder et sécuriser l'approvisionnement en eau potable de toute la ville. Le chantier est allé plus vite que prévu, vous le verrez d'ailleurs, ça fera partie de quelques décisions du maire que je vais vous présenter. Et l'eau va être coupée quelques heures sur quelques habitations. Nous en saurons un peu plus avec Suez, mais évidemment le raccordement au réseau de ce forage obligera une coupure d'eau temporaire. Nous sommes en attente aussi du bilan, du diagnostic du réseau d'eau pluviale et donc des fossés, qui s'est terminé il y a quelques jours et qui nous sera restitué dans les prochaines semaines. Donc nous pourrons y voir plus clair sur l'entretien des fossés à mettre en place, voire la restructuration peut-être de certains secteurs de ce réseau afin d'améliorer l'évacuation des eaux pluviales. Je vous informe aussi que nous avons changé de prestataire de la restauration scolaire la veille de la rentrée, puisqu'ils sont arrivés le mercredi, que nous travaillons maintenant avec la société API. Nous avons participé à un groupement de commandes. Vous le savez, il y a eu une délibération à ce sujet-là avec l'ASPL et plusieurs autres communes de la CDC, dont l'Istrac, Moulis et Brache. Donc on va gagner en qualité. Je vous parlerai de l'aspect financier un tout petit peu plus tard, mais on va gagner en qualité puisqu'on passe de 4 à 5 composants par menu, 30% de bio, alors que la loi pour l'instant c'est juste 20%. Un circuit court favorisé, puisque le pain va continuer d'être bien sûr saint-hélénois, d'être issu des boulangeries saint-hélénoises, mais le poulet aussi, parce que le poulet viendra du Grand Ludet, et il y a tout un travail sur comment s'approvisionner sur un circuit court. Un repas végétarien sera proposé chaque semaine, et Fabrice, je crois que début octobre, les parents d'élèves vont rencontrer le prestataire pour une présentation du projet. En application des articles L2122-22 et -23 du Code général des collectivités territoriales et de la délibération 2020-024 du 25 mai 2020, je vous informe que j'ai été amené à signer les décisions municipales suivantes. Alors un emprunt d'attente avec le Crédit Agricole,
Il s'agit tout simplement du projet de forage de Touriac. Pour combler une trésorerie, nous avions un décalage de trésorerie, pardon, nous avions pris une délibération. Et c'était même inscrit au budget pour déclencher un emprunt de 250 000 € pour financer ce forage. Nous n'avons pas besoin de cet emprunt, puisque nous avons les fonds, mais un décalage de subvention du département qui vient de l'ancien projet qui s'est terminé il y a quelques mois d'amélioration du réseau d'assainissement. Cette subvention, qui est environ de 150 000 € a été un petit peu retardée, elle devrait arriver d'ici quelques semaines. Donc nous avons été obligés de contracter un emprunt d'attente de 150 000 € pour combler les quelques semaines de transition. Alors c'est un emprunt que nous avons contracté au Crédit Agricole à un taux de 0,49% qui prendra date de départ le 9 septembre et qui a un coût de 235 € d'intérêt par an. Nous l'avons souscrit pour 2 ans et son remboursement anticipé n'engendrera aucun frais. Et le montant de la subvention du département attendu est de 150 000 € qui arrivera au plus tard en novembre ou en décembre. Donc voilà, c'est vraiment quelques semaines pour temporiser. L'emprunt que nous avions inscrit au budget de 250 000 € ne sera pas nécessaire. Sur le marché de restauration que je vous ai décrit tout à l'heure, évidemment, j'ai été amené à signer et à acter ce marché pour un coût annuel de 86 438,73 €, là où sur les années de référence, puisque 2020 n'est pas une année de référence, mais 2019 l'est, nous étions à 105 000 € TTC. Donc voilà, une économie importante de la restauration scolaire et une amélioration du service, encore une fois, 5 produits au lieu de 4 et 30% de bio. J'ai été également amené à signer une étude topographique de terrain avec Parallèle 45. Il s'agit de l'ancienne distillerie, puisque vous savez que le porteur de projet de la RPA n'a pas donné suite, et donc nous avons d'autres projets, notamment le pôle de santé sur le site de l'ancienne distillerie, un projet qui commence à être bien avancé, bien structuré. J'espère pouvoir vous en parler peut-être lors du prochain conseil municipal. Et donc il a fallu faire un relevé topographique, et je serai sûrement amené aussi à proposer une division parcellaire pour mettre vraiment l'espace dédié à l'espace de santé, à la voirie, à un autre projet immobilier peut-être que j'évoquerai avec vous. Mais voilà, pour 1 800 €, nous avons lancé l'étude topographique du terrain de l'ancienne distillerie. Enfin, dernière décision du maire entre les 2 conseils municipaux, une vente de bois. Alors sur la convocation et la note de synthèse, il y a une petite erreur, ce n'est pas un achat de bois, c'est bien une vente de bois. Une vente de bois des parcelles non soumises au plan de gestion de l'Office national des forêts, le fameux ONF, environ 15 hectares. Donc plusieurs acheteurs ont été consultés, comme les marchés publics l'exigent, Alliance Forêt Bois, Seguin et Rochette, et c'est la SAS Seguin qui a été retenue, pour un prix du ster allant de 13 à 33 € en fonction du diamètre du tronc. Première délibération de ce conseil, bien tout simplement, Aude Salahi a été installé tout à l'heure, et bienvenue à toi Aude. Donc nous avons eu une démission, il s'agit de la démission de Laurent Sédou, qui a démissionné de son poste de conseillère municipale et donc aussi de son poste d'adjointe. Aude Salahi la remplace au sein de ce conseil en tant que conseillère municipale, mais il nous faut maintenant déterminer qui remplacera ce poste d'adjoint. Et comme le CGCT et Madame la Préfète me l'a indiqué, il n'y a pas besoin de procéder à des nouvelles élections. Je peux nommer cette personne et vous soumettre à l'approbation comme une délibération cette personne. Donc, une personne pour remplacer cette fonction-là. Donc je vous propose de nommer Héloïse Subrona au poste d'adjointe au maire. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Okay. Héloïse, félicitations, tu es maintenant adjointe au maire et je prendrai dès demain l'arrêté précisant tes délégations qui seront relatives au cadre de vie et au suivi de projet. Toujours sur la même thématique, il nous faut maintenant
modifier le tableau des indemnités, puisque les indemnités d'élus dont vous avez la synthèse sous les yeux qui ne bougent pas, il suffit tout simplement de remplacer le nom de Laurent Sédou, démissionnaire, par Héloïse Subrenat. Avez-vous des questions sur cette délibération? Le vote d'un adjoint ne se fait pas à bulletin secret? Alors, je vais répéter. Comme l'indique le CGCT et comme l'a indiqué la préfète dans son courrier, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection quand un seul adjoint est démissionnaire et doit être remplacé. Le maire peut proposer, il suffit d'adopter la délibération. Alors, je l'ai dit en présentant ce projet de délibération et en nommant Héloïse Subrenat. Donc la réponse en fait est non, il n'y a pas besoin. Alors, le courrier de la préfète est là et vous pouvez le consulter sans aucun problème. Alors sur la modification du tableau des indemnités, des abstentions, des votes contre. Merci. Eh bien, je vais maintenant céder la parole à Madame Sophie Petit et non plus Longo sur les dossiers, qui va nous parler un petit peu de finances. Bonsoir à tous. Donc, décision modificative concernant le budget de la commune. Vu la délibération du 23 mars 2021 portant sur le vote du budget primitif du principal de la commune, considérant en section d'investissement le besoin de procéder à des études environnementales pour le projet du complexe de loisirs des Argilets, en conséquence, il convient d'inscrire au budget principal les crédits nécessaires à l'exécution de cette opération. J'informe les membres présents des ouvertures de crédits budgétaires du budget principal primitif 2021 conformément au tableau ci-dessous. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a les frais d'études en dépenses pour 57 753 € qui sont compensés par la taxe d'aménagement de 47 753 et les subventions d'investissement qui correspondent en fait à une subvention du logement d'urgence de 10 000 €. Je propose donc au conseil municipal de se prononcer sur cette décision modificative. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Excusez-moi. Vous avez ouvert une nouvelle opération budgétaire, la ligne 190, c'est ça? Oui. Pour le complexe sportif de loisirs des Argilets. Oui. J'ai pas employé ce mot parce que jusqu'à maintenant, c'était pas écrit. Frais d'études des Argilets, 57 000. Et en délibération 4, vous avez 3 247 aussi. Sur cette même ligne. Ils sont quoi? En délibération 4, j'ai pas compris ce que vous venez de dire. Sur la prochaine délibération, il y a, sur la ligne 190, il y a 3 247 aussi. Ça fait un total de 61 000. Et je vous demandais quelles sont les subventions attendues sur ce projet-là. Non, mais c'est parce que ça se rajoute en fait. Et je voudrais savoir les subventions attendues ou les remboursements prévus sur cette affaire. Je laisserai Lionel répondre à cette question, si ça vous va. Comment? Je laisserai Lionel répondre à cette question, si ça vous va. D'accord. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Abstention. Merci. Donc, deuxième décision modificative du budget de la commune, toujours en vue de la délibération du 23 mars 2021, considérant en section d'investissement le besoin de procéder à des virements de crédit entre chapitres et ou chapitres d'opération afin d'ajuster au mieux les prévisions budgétaires. Pour faire clair, c'est de la réattribution de budget. On prend là où on ne s'est pas servi de l'argent pour le mettre là où on en a besoin. J'informe les membres présents des ouvertures de crédit budgétaire du budget primitif, conformément au tableau ci-dessous. Je peux soit vous le lister, soit vous laisser faire l'économie et puis vous y jetez un œil, en sachant que le montant total est de 233 220 €. Donc vous avez le détail des dépenses et vous avez le détail des recettes. Est-ce que vous voulez que je les détaille ou pas? On va prendre ça pour un non.
Je propose donc au Conseil municipal de se prononcer sur cette décision modificative numéro 2. Y a-t-il des questions? Oui, c'est une ligne, la 10 008, qui avait été votée au budget 385 000 euros pour les travaux de mairie. Si vous y rajoutez 185 263 euros à cette même ligne, c'est pour le même projet? Oui. Un total de 570 263 euros Si pour la vous mairie. le dites. Si vous le dites, j'ai pas fait le calcul, mais si vous le dites. C'était Sur donc... ce projet conséquent, y a-t-il des subventions sollicitées et à quelle hauteur? Vous avez des informations? Je vais laisser Lionel répondre. Alors vous faites bien de poser la question sur la plaine des loisirs des Argilets, puisqu'effectivement c'est comme ça que nous avons renommé le projet pour travailler sur l'installation de la piscine intercommunale, qui est un projet maintenant acté et porté avec dynamisme par l'ensemble des maires et des élus communautaires. Pour répondre à votre question et pour être très clair sur les études de sol qui nous reviennent de porter, puisqu'elles n'ont pas été terminées et elles sont à réactualiser. Elles datent les précédentes pour l'ancien projet de 2016 ou 2017, les plus récentes. Il faut les réactualiser et les présenter un petit peu différemment, puisque c'est ce qui a fait défaut sur l'ancien projet, ces études environnementales. Bon, là on n'est pas sur la même typologie de projet, puisque l'ancien projet de plaine des sports des Argilets prenait 9 hectares, nous on sera plutôt sur 2,5, 3. Mais donc c'est le nom, plaine des loisirs des Argilets, que nous avons retenu pour cette opération. Et il convient à la commune, évidemment, de financer ces études de sol, puisque la CDC se chargera, elle, de financer les plus de 10 millions d'euros d'installation de la piscine. Sur les subventions attendues, la réponse va être très claire, il n'y en a pas. Il nous revient de finir une étude de sol engagée il y a maintenant plusieurs années et qui n'a jamais délivré aucune autorisation. Ensuite, sur le projet mairie, encore une fois, oui, bien sûr, il y a un petit peu plus de montant. Vous verrez que finalement, la décision modificative n'augmente pas le budget par rapport au projet mairie, mais l'augmente seulement des 60 000 euros de frais d'études, et c'est un budget assez large que nous espérons ne pas atteindre. Et sur le projet mairie, effectivement, l'enveloppe est un petit peu montée, puisqu'il y a diverses études de sol à réaliser, et vous me l'accorderez, il est obligatoire de se mettre en conformité en termes d'accessibilité PMR. Sur les subventions, nous sommes en train de travailler avec notamment les services des départements, mais aussi de l'État, pour voir les subventions actionnables sur le plan de relance et notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas à activer, sinon il y aurait eu une délibération qui aurait présenté une demande de subvention sur ces sujets-là. Est-ce que je réponds à votre question ? Donc, concernant cette réaffectation, je propose au Conseil municipal de se prononcer sur cette décision modificative du budget primitif communal. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Finances locales. Nous avons une décision modificative concernant le budget annexe transport scolaire. Vu la délibération du 23 mars 2021 portant sur le vote toujours du budget primitif, dans le budget annexe transport scolaire, considérant la vente du bus scolaire à l'entreprise Lacoste, la nécessité de procéder à l'ouverture des crédits sur les articles 675, qui est une opération d'ordre, et 775, qui est une opération réelle. En conséquence, il convient d'inscrire au budget annexe transport scolaire les crédits nécessaires à l'exécution de cette opération. J'informe les membres présents des ouvertures de crédits budgétaires du budget annexe transport scolaire conformément au tableau ci-dessous. Alors là, c'est un peu technique. Article 675, valeur comptable des immobilisations cédées pour 79 500 en dépenses. 775, produit de cession des immobilisations pour le même montant, qui est donc du fonctionnement et qui est réattribué en investissement dans l'article 2156, matériel spécifique d'exploitation en dépenses et matériel spécifique d'exploitation en recette
histoire d'annuler. Je vous demande d'approuver la décision modificative et de procéder aux écritures budgétaires dans le budget annexe transport scolaire mentionné ci-dessus. Y a-t-il des questions? Je m'excuse, mais on n'a pas eu tout ce détail sur la délibération de synthèse. On doit être informé quand même 3 jours avant. Parce qu'il y avait déjà une coquille sur celui-là. Donc là, par rapport à ce qu'elle a dit Sophie, la coquille a été réparée. Mais, parce que c'était reversé au budget principal, que c'était pas ça. Hein. Oui, là, c'est bien le budget annexe. Hein. Donc c'est une délibération qu'on ne peut pas voter. Vous comprenez? C'est la délibération numéro 5. Vous l'aviez, mais effectivement pas tout à fait sous la même forme. Ah, pas du tout. Non. Elle était mieux, celle de Sophie. Malgré tout, est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? En fait, on n'avait pas de tableau de dépenses-recettes et oui. tout ça. Quoi. Donc, alors, ce ne sont que des écritures comptables pour le coup. Hein. Je sais, mais bon. C'est uniquement la forme comptable, parce qu'en fait, si c'est sur le budget classique, on a une ouverture automatique de crédit qui ne se fait pas lorsqu'on est sur le budget annexe. Donc ça a nécessité ces opérations-là comptables et qui ont nécessité ce tableau-là. D'accord. Y a-t-il des votes contre? Bah oui, forcément. Y a-t-il des abstentions? Merci. Pour finir, toujours dans les finances locales, nous avons la clôture de l'APCP. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un APCP, c'est une autorisation de programme crédit de paiement concernant les argilés. Donc là, il s'agit simplement de clôturer ce qui avait été fait par l'ancien mandat au niveau des argilés. Donc il s'agit simplement de demander aux membres du conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la clôture de l'AP pour un montant définitif de 529 975,03. Le conseil municipal doit se prononcer sur la clôture de cette APCP et d'approuver le présent rapport. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Oui. Des votes contre? Merci. La parole parce que je crois que c'est moi qui enchaîne sur un tarif sur la restauration scolaire, le restaurant scolaire. Donc en référence à la délibération 2020 numéro 93 du 24 novembre 2020, mon masque, les tarifs du restaurant scolaire qui avaient été fixés en 2020-2021. Donc pour l'année scolaire 2021-2022, il nous faut nous positionner sur les tarifs sur cette rentrée suite au changement de prestataire de restauration. Donc comme l'a dit monsieur le maire, c'est Happy Restauration. Donc en conséquence, je vous propose tout simplement de conserver les mêmes tarifs et de ne pas y apporter de modifications et d'autoriser monsieur le maire à les appliquer, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas d'abstention. Je vous remercie. Je passe la parole à monsieur le maire. Merci. Alors juste pour répondre à vos dernières interventions, monsieur Hurtaud, vous aviez les projets de délibération avec tout expliqué en phrases, pas en tableau mais en phrases, et puis il y a la commission ressources qu'on organise exprès pour vous, on vous a expliqué ces choses-là, donc vous auriez pu à ce moment-là poser les questions, toutes les questions qui vous semblaient nécessaires, puisque la commission ressources était exclusivement organisée pour vous répondre. Je m'excuse monsieur le maire, mais avec le papier qu'on a eu à la commission ressources, il n'y a aucun détail, c'est juste du blabla et on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Rien ne vous empêche de poser des questions lors de cette commission. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a 3 documents. La commission ressources, la convocation et la synthèse. Les 3 documents, il y a des postes où ça ne correspond pas du tout. Pas du tout. Donc, si vous voulez qu'on ait un rendez-vous tous les deux pour en discuter, je vais bien prendre rendez-vous dès ce soir. Bien, nous prendrons rendez-vous après cette séance. Il n'y a aucun problème sur ça. Ma porte est toujours ouverte. Et je vous ai reçu déjà à plusieurs reprises. Un point d'information avant de passer aux délibérations relatives au comité consultatif citoyen. Puisque, vous le savez, nous avons voté l'enveloppe
budgétaire des subventions. Il n'y a plus l'obligation de prendre une délibération pour voter les subventions aux associations. Et donc, une commission s'est réunie avec principalement les adjoints responsables de la vie associative, du sport, de la vie locale, pour déterminer ces subventions. Et donc, je vais vous les annoncer. Ce n'est pas une délibération, c'est un point d'information. Donc, la Croix-Rouge, 80 €. Le Secours populaire, 80 €. La Rock School Médoc, 8 000 €. La DFCI, 2 500 €. Le comité d'entraide, 3 000 €. Je rappelle que le comité d'entraide, pendant le premier confinement, et je remercie à nouveau Martine Fuchs, sa présidente, pendant le premier confinement, a financé l'intégralité des masques pour compléter les masques confectionnés par les couturières bénévoles. Et donc il s'agit tout simplement d'une subvention qui va bien sûr accompagner les projets du comité d'entraide, mais aussi rembourser cet investissement qui à l'époque avait été fait entre l'élection et la prise de fonction et donc n'avait pas pu être financé sur notre volonté par la municipalité. Subvention au cash de 32 000 €, donc le club athlétique de Sainte-Hélène, à l'amicale des sapeurs-pompiers de 200 €, à l'amicale du personnel communal de 550 € et aux parents d'élèves, à l'association des parents d'élèves, de 300 €. Je vous précise également qu'après les différentes assemblées générales de ces associations, et notamment de celle du club athlétique de Sainte-Hélène, nous allons, avec les acteurs associatifs, étudier l'impact de la crise sanitaire et des confinements successifs pour voir si nous pouvons, encore une fois, les accompagner financièrement au-delà de l'accompagnement logistique et du prêt de salle que nous faisons régulièrement. Voilà pour cette information. Je vais céder la parole pour la délibération suivante à M. Frédéric Battu pour une délibération concernant le comité consultatif citoyen. Bonsoir, merci. Modification de la composition du comité consultatif citoyen. Suite à la délibération validant la composition du comité consultatif citoyen, le rapporteur indique au conseil municipal qu'il y a eu une erreur lors de la dernière délibération. En effet, il manque une personne qui s'est proposée pour composer le comité consultatif citoyen. Il s'agit de Madame Nelly Lanus. Donc, si vous voulez, pour rappel, nous avions déjà 10 personnes que nous avions nommées la dernière fois. Je peux les renommer si vous voulez. Il s'agissait de Monsieur Néoué Damien, Monsieur Prat Damien, Madame Laguette Fabienne, Monsieur Doba Bernard Gilles, Madame Sachot Laetitia, Monsieur Desroches-Bouhan Patrick, Madame Tubert Gourdin Virginie, Monsieur Corillon Alain, Madame Pichot Sandrine, Monsieur Cornu Daniel, et donc s'ajoute à cette liste la 11e personne, Nelly Lanus. Voilà, donc je demande au conseil municipal de se prononcer sur le rajout de cette personne. Y a-t-il des votes contre? Des questions? Je comprends pas du tout qu'on n'ait pas les noms affichés sur la délibération. Moi, je comprends pas. C'est comme les tableaux. Il n'y a qu'un nom en fait, parce que les autres noms c'était l'ancienne délibération. Oui, il n'y a qu'un nom, mais bon, le nom il n'est même pas marqué sur la délibération. On ne sait pas. Donc, je comprends pas. C'est comme le tableau des subventions. Pourquoi ça nous est annoncé comme ça alors que c'est un tableau qui doit être joint à la préfecture? Je sais pas. Je comprends pas non plus qu'on l'ait pas à disposition. Voilà. Alors, encore une fois, je vais reparler de la forme, sûrement, je vous l'accorde. Nous avons des améliorations à apporter à nos documents de synthèse, mais ce sont des documents de synthèse et c'est bien comme ça que nous devons faire. Et donc, quand des choix sont faits, ce n'est pas des projets de délibération avec la délibération déjà actée, puisqu'on vote. Donc là, on rajoute un nom. Bon, je pense que ce n'est pas très compliqué de le mémoriser, de l'identifier. Sur le tableau des subventions, par contre, vous faites erreur. Il n'y a pas obligation de le communiquer avec une délibération à la préfecture. C'est un niveau d'information. Par contre, on va soumettre au vote. Encore une question? Allez-y, je vous en prie. Oui, je vais y venir. Heureusement que vous veillez vraiment à la forme de nos conseils municipaux et de nos documents. Alors, la délibération 9, j'allais vous proposer effectivement
de la reporter au prochain conseil municipal, puisque nous travaillons avec la société NG Green à une proposition de bail sur un projet que vous connaissez, puisque nous l'avons déjà voté en délibération, mais la société NG Green ne nous a pas encore fourni le bail définitif, la proposition définitive, dont nous travaillons encore avec elle, et nous le proposerons au prochain conseil municipal. Donc c'est une délibération que je vous propose d'annuler. Justement, je voulais vous en parler de cette délibération, parce qu'en fait, on n'avait pas à la revoter, puisque vous aviez plein pouvoir sur cette délibération qu'on a votée en septembre. Alors, si c'est toujours la société Engine Green, on n'avait pas à revoter cette délibération aujourd'hui. Alors, veuillez nous excuser nos préoccupations de transparence et de vouloir partager avec l'ensemble des conseillers municipaux les projets structurants pour la commune, parce que quand on parle d'un bail plutôt important sur un projet de parc photovoltaïque qui pourrait naître sur notre territoire, nous avons pris une délibération autorisant NG Grid à commencer le travail, à commencer les études, et pour qu'il puisse aller plus loin sur les demandes d'autorisation pour avancer sur ce projet de parc photovoltaïque, il est nécessaire d'avoir une délibération actant d'une volonté, si le projet aboutit, de mettre en place un bail, mais encore une fois, ce bail n'est pas prêt, donc nous allons reporter cette délibération. Par contre, nous allons voter la délibération présentée par Frédéric Battu, donc pour l'ajout de Nelly Lanus au comité consultatif citoyen. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Souvenez-vous, pour la délibération suivante, dans la structuration du comité consultatif citoyen, il était acté 23 membres, 11 tirés au sort, finalement il n'y a eu que 11 candidats, un président qui est Frédéric Battu, nous l'avons pris la délibération lors du précédent conseil, et 11 nommés par le maire, représentant un petit peu du territoire. Donc, veuillez m'en excuser, ce n'est pas écrit dans la note puisque nous l'avons validé ça avec les acteurs de façon définitive juste aujourd'hui, puisque certains acteurs sont très très pris. Nous avons la chance de pouvoir nommer dans ce conseil, dans ce comité consultatif, j'ai vraiment envie de l'appeler conseil, hein, dans ce comité consultatif citoyen, plusieurs personnes importantes, notamment les dirigeants d'Intermarché, les dirigeants d'Adam, qui ont accepté de se prêter à cet exercice de démocratie participative, plusieurs représentants associatifs et des personnalités du territoire. Donc je vais vous les énumérer. J'espère que votre attention sera bonne et votre mémoire non défaillante pour écouter bien les 11 noms que je vais mentionner. Luc Ginoulac, Lilou Pouille, Jean-Charles Rine, Morgane Faure, Didier Bernardin, Émilie Guyonnet, Patrick Jouanet, Claudie Battiston, Patrick Mourier, Émilie Reiner, Pierre Danois. Alors c'est une information importante, je vais quand même la soumettre au vote. Y a-t-il des votes contre cette liste? Des abstentions? Merci. On va passer à une délibération de voirie, puisque nous allons encore une fois parler du projet de piscine de l'intercommunalité, puisque j'ai reçu, en date du 21 juin 2021 et puis du 1er septembre 2021, un courrier du président de la CDC, Christian Lagarde, qui nous demande de prendre une délibération d'intention pour rétrocéder, une fois que les études seront faites, seront terminées, et que l'implantation, le site d'implantation et la parcelle d'implantation exacte de l'équipement aquatique, du futur équipement aquatique de la communauté de communes seront déterminés. La CDC nous demande de rétrocéder le terrain, de lui rétrocéder le terrain, pas l'intégralité des 9 hectares bien sûr, mais les quelques hectares ou les quelques mètres carrés qui accueilleront l'équipement aquatique. C'est une délibération d'intention. Bien sûr, elle est conditionnée au fait que les études environnementales soient efficaces, que les autorisations d'urbanisme aboutissent et que le projet voit le jour, ce qui est en très bonne voie. Donc je vous demande de valider cette délibération d'intention pour positionner l'équipement aquatique de la communauté de communes à Sainte-Hélène. Y a-t-il des questions?
À quoi correspond une mise à disposition d'un bien communal pour l'implantation d'un équipement aquatique? Alors, le terme que j'ai employé, c'est rétrocéder. Rétrocéder, c'est comme un lotissement, ça voudra dire que le terrain n'appartiendra plus à la commune, il appartiendra à la CDC. Comme c'est le cas, je vous le rappelle, pour le centre de loisirs, la LSH, c'est des terrains qui ont été rétrocédés pour des projets d'intérêt communautaire. Et quelles sont les références cadastrales? Alors, comme je l'ai dit, il y a des études en cours, si c'est une délibération d'intention, les études environnementales et les études d'implantation délimiteront le périmètre, et à ce moment-là, nous prendrons une délibération très pragmatique et très mesurée sur la parcelle qui aura été bornée pour la céder officiellement à la rétrocédée, mais aujourd'hui à la CDC, pardon, mais aujourd'hui c'est une délibération d'intention pour montrer à la CDC et acter notre souhait de voir cette piscine s'implanter sur Sainte-Hélène. Peut-être ce n'est pas votre souhait, mais voilà. Le terrain sera donné à la CDC. Exactement. Il faut le dire clairement, c'est ça qu'il faut. C'est ce que je viens de vous faire comme réponse en fait. Je viens de vous dire, le terrain n'appartiendra plus à la commune, il appartiendra à la CDC, il y sera rétrocédé, c'est le terme technique, comme on fait pour un lotissement. Voilà. Ça serait bien de connaître les surfaces quand même de cette délibération. Je répète en fait, il y a des études en cours. Mais vous êtes en boucle, mais ça ne nous intéresse pas. Quoi. Non, en fait, excusez-moi, mais c'est vous qui êtes en boucle, et puis par contre, ne me coupez pas la parole s'il vous plaît. Et donc je vais quand même réexpliquer, des études sont en cours. On va délimiter avec les services de la communauté de communes et le bureau d'études qui nous accompagne l'emplacement idéal de la piscine. Mais aujourd'hui, avant que toute la CDC investisse sur les études de ce projet, il faut bien leur montrer que nous l'accueillerons sur notre territoire. Donc ça s'appelle une délibération d'intention. Je vais maintenant la soumettre au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Sur la délibération suivante, je vais vous proposer de modifier la convention pour la gestion des parcelles communales dédiées à la compensation des zones humides. Rappelez-vous, nous avons déjà pris 2 délibérations sur ce sujet-là. Il s'agit des projets intercommunaux, donc des projets d'intérêt communautaire et donc d'intérêt aussi pour les Saint-Hélénois, de zones d'activité sur le site de Pas-du-Soc 2 à Avincent. Pour le resituer, c'est de l'autre côté de la départementale, en face de l'Intermarché, qui l'on croit souvent être à Castelnau, mais qui est à Avincent. Toute une parcelle appartient à la communauté de communes qui a un projet de zone d'activité ici, plutôt filière bois, innovation, qui travaille depuis de nombreuses années, ça date de l'ancien mandat, peut-être même avant, à l'implantation de cette zone. Et le temps passant et les études environnementales avançant, la CDC a besoin de compenser des zones humides. Nous avons fait il y a quelques conseils municipaux de cela, je crois 2 ou 3. Déjà, nous avons pris une délibération pour donner quelques hectares. Alors pas donner, pardon, excusez-moi, la sémantique est importante. Mettre à disposition le temps du projet, le temps de la compensation et après récupérer, ce sont encore des parcelles qui appartiennent à la commune, des parcelles communales pour compenser l'impact de ce projet sur les zones humides. Bien que la CDC ait fait de nombreux efforts pour les éviter, le projet impactera encore quelques zones humides. Aujourd'hui, l'État est revenu en dialogue avec la communauté de communes pour dire qu'il fallait encore compenser quelques zones humides. Et donc, il serait bien que nous acceptions de céder encore quelques hectares, de mettre à dispo le temps du projet, quelques hectares à la CDC pour montrer le total d'hectares que nous prêtons à la CDC pour les zones humides à 7. Nous étions à 4, nous passons à 7. Nous avons un réservoir de zones de compensation. Il s'élèvera à 16 hectares après cette délibération. Pour préciser encore cela, ces terrains restent la propriété de la commune. Ils sont mis à disposition de la communauté de communes pour compenser le projet, le temps de la réalisation et de la vie du projet, donc plusieurs années, ça ne va pas durer 2-3 ans, ça va se compter longtemps dans le temps. Et je vous invite, et je nous invite, nous en avons longuement parlé à diverses commissions et divers groupes de travail, vraiment à se positionner favorablement au soutien des projets de la communauté de communes qui sont des projets de territoire et des projets aussi pour notre commune. Y a-t-il des questions? Des abstentions?
Des votes contre? Merci. La délibération suivante concerne une dénomination de voie. Parce que le lotissement, le jardin d'Eva est pratiquement terminé. Hein. D'ailleurs, lors du petit déjeuner d'accueil des nouveaux arrivants, beaucoup d'habitants venaient de ce lotissement-là. Il est route de l'océan, sur la gauche, presque en arrivant au bout de la route. Et il n'y a pas de dénomination pour la voie, ce qui pose quelques problèmes de ce qu'on appelle le numérotage, tout simplement les adresses. Donc le processus de rétrocession est engagé avec l'ASL de ce lotissement, mais aujourd'hui, pour que tous les habitants qui sont de nouveaux arrivants, qui sont là depuis quelques mois, voire quelques semaines, puissent avoir une adresse, je vous propose de nommer cette impasse, et de la nommer de façon tout à fait sobre, impasse de l'océan. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Alors vous savez que nous avons pris une délibération pour lancer le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, dont le travail a commencé, puisque nous avons eu déjà des rencontres avec le COPIL pour les bilans sur l'étude environnementale de notre commune. Il est obligatoire que je porte à votre connaissance, conformément au code de l'urbanisme, les éléments nécessaires à l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, prescrite par la délibération du 15 décembre 2020. Donc pour ce faire, la préfecture nous a envoyé un dossier porté à connaissance qui est très épais, très fourni, et qui sera et est déjà consultable à l'accueil de la mairie pour vous tous, mais aussi pour n'importe lequel des administrés de la commune. Je remercie Marie-Amélie Latouille d'avoir travaillé sur une note de synthèse afin que je ne vous lise pas l'intégralité du document, ce qui aurait fait durer très longuement cette séance du conseil municipal, et je vais porter à votre connaissance, quelques éléments obligatoires. Alors les principes posés par les lois récentes, elles expriment une volonté de promouvoir un développement des territoires plus cohérent, plus durable et plus solidaire. Les documents d'urbanisme devront aussi être accessibles en ligne, mais ils doivent l'être depuis le 1er janvier 2016. Les dispositions à portée générale. Les dispositions fondamentales concernant le PLU, les communes doivent harmoniser leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Il existe un objectif d'équilibre entre les besoins et les espaces naturels et les espaces actuels, la qualité urbaine, architecturale et paysagère, la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, la sécurité publique, la prévention des risques, la protection des milieux naturels et des paysages et la lutte contre le changement climatique. Le contenu du PLU, maintenant, contiendra d'abord un rapport de présentation qui assure le lien de cohérence entre les différentes pièces du PLU, qui expliquera les choix retenus pour établir le PADD, donc le PADD c'est le projet d'aménagement et de développement durable, et les OAP, qui sont des orientations d'aménagement. Puis le règlement contiendra également les analyses de la consommation d'espace au cours des 10 années précédant l'arrêt du projet de plan et l'état initial de l'environnement. Le rapport de présentation expose aussi les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces et la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. La complémentarité de ces dispositions avec les OAP. Le rapport de présentation justifiera également les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, la délimitation des zones prévues par l'article L 151-9 et l'institution des zones urbaines. Le PLU contiendra également le projet d'aménagement et de développement durable, le fameux PADD, cœur du PLU. Il définira les orientations générales de politique d'aménagement, d'équilibre, d'urbanisme et de paysage. Il définira des orientations générales concernant l'habitat, les transports, les déplacements, le développement des réseaux,
le développement économique et les loisirs. Il fixera des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Le PLU contiendra également un troisième volet qui sont les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation. Ce sont des dispositions portant sur l'aménagement, le transport, l'habitat et les déplacements. Elles définiront des actions et des opérations nécessaires à la valorisation de l'environnement, à la lutte contre l'insalubrité, au renouvellement urbain, à la densification et au développement de la commune. Ils favoriseront la mixité fonctionnelle entre opérations d'aménagement et réalisation de commerce. Il existera et sera mis en place un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Puis certains quartiers seront mis en valeur, ils seront à réhabiliter, restructurer et à aménager. Enfin, le PLU contiendra ce que la plupart des porteurs de projets d'urbanisme, de construction, d'installation d'abris jardins ou de piscines considèrent avec beaucoup d'importance, le règlement. Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol permettant d'atteindre les objectifs du PLU. Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Le règlement doit préciser les contours de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Le règlement doit fixer les conditions relatives au raccordement au réseau public, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou mobiles doivent satisfaire. L'arrêt du 10 novembre 2016 définit les sous-destinations de construction pouvant être réglementées par le PLU. Enfin, le PLU contiendra des annexes. La compatibilité et la prise en compte avec les documents d'ordre supérieur. Notre PLU devra être compatible avec les orientations du futur SCOT, schéma de cohésion territoriale, le SCOT MEDOC 2033, qui est en cours d'élaboration, je pourrais même dire en cours d'approbation. Il devra également être compatible avec la charte du PNR MEDOC, Parc naturel régional, approuvée le 24 mai 2019. En l'absence de SCOT, ce qui est aujourd'hui le cas, mais quand nous soumettrons notre PLU, le SCOT sera approuvé. Donc en l'absence de SCOT, le PLU devra être compatible avec les orientations fondamentales définies par le SDAGE, bassin à Tour-Garonne 2016-2021, approuvé par arrêté préfectoral, compatible avec les objections de protection définies par le SAGE nappe profonde de la Gironde et lac médocain, donc les deux SAGE. SAGE, c'est schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le PGRI du bassin à Tour-Garonne 2016-2021. Les directives de protection et de mise en valeur des paysages. Il devra également, je le redis, être compatible avec la charte du PNR MEDOC et avec les règles générales du SRADET. Les annexes contiendront aussi les éléments de concertation et d'information, la liste des associations et personnes publiques et les modalités de consultation, la consultation des associations agréées, la commission de conciliation en matière d'élaboration des PLU et les procédures d'élaboration des PLU. Voilà pour se porter à connaissance qui est, je l'ai fait là de façon synthétique, mais vous pourrez le consulter, bon, il faut un petit peu de temps de lecture, mais vous pourrez le consulter en mairie dès que vous le souhaitez. Y a-t-il des remarques par rapport à se porter à connaissance, puisqu'il n'est pas à soumettre au vote. Je vais donc laisser la parole à monsieur Mathieu Desclos pour vous parler du contrat de cession pour la récolte de branchage de brande. Bonjour. Alors, cette délibération concerne la cession de menus produits pour récolte de branchage de brande. L'Office national des forêts propose à la collectivité de conventionner avec des sociétés afin de récolter des branchages de brande dans la forêt communale. La récolte de ce produit permet le nettoyage de la forêt et de la préserver des risques d'incendie. Cette brande est coupée et conditionnée manuellement en fagot. 6 parcelles sont donc concernées par cette
cette convention, les numéros 1, 21, 26, 28, 31 et 32. Une convention co-signée par l'ONF, la collectivité et la société CRIS, prise en application de l'article R214-29 du Code forestier, sera conclue et donnera l'autorisation d'exploitation. Cette dernière est accordée pour 6 mois renouvelables. La convention permettra de sécuriser la récolte de branchage de brande pour la commune, lutte contre le travail dissimulé, garantie de paiement, sécurité juridique pour la collectivité. De conditionner le ramassage au paiement d'une redevance à l'hectare, d'imposer une remise en état des parcelles à la dite société par un passage de rouleau landais et de rappeler les obligations de la société sur le ramassage des branchages de brande, c'est-à-dire pas de garantie de qualité et de quantité, ne pas gêner l'exploitation des bois et la gestion de la forêt. Les membres du conseil municipal sont donc invités à valider la cession de menus produits pour la récolte de branchages de brande dans la forêt communale et d'autoriser monsieur le maire à signer toute convention proposée par l'ONF qui identifiera la société, les parcelles concernées, la durée et les conditions financières. Les recettes seront inscrites au budget annexe forêt de la commune de Sainte-Hélène au budget primitif 2021 et suivant. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Je vous remercie. Merci. Et pour les dernières délibérations qui sont surtout des points d'information de ressources humaines, je vais laisser la parole à monsieur Fabrice Richard. J'enlève mon masque. Alors, je mets mes lunettes. Donc, la présentation du tableau des effectifs, on vous l'a mis sous forme d'organigramme avec des jolies couleurs pour qu'il soit bien plus lisible et bien plus pédagogique. Donc, si vous prenez le tableau, l'organigramme sous les yeux, il est décomposé en 6 pôles. Exactement. On a le pôle administration générale en bleu. Donc, ça concerne tous les agents qui travaillent donc à la mairie, le pôle administratif. Vous avez le pôle technique en gris qui va des espaces verts, au cadre de vie, développement durable, au bâtiment, au transport, à la forêt. Le pôle éducation qui concerne donc tous les personnels des écoles et les personnels de restauration. Le pôle culturel, c'est la médiathèque. Le pôle social, c'est le CCAS. Le pôle agence postale, donc c'est la poste. Il y a aussi le pôle, on l'a pas notifié, mais ça s'appelle le pôle sécurité. En haut, c'est le policier municipal. Pour vous traduire le tableau, mais vous avez en bas les chiffres, ce qui nous fait un total de 37 agents. Donc on parle de septembre 2021. 37 agents qui correspondent à 31 équivalents ETP, ce qu'on appelle équivalent temps plein. 30 titulaires, 4 contractuels. Dans les 4 contractuels, donc un PEC. Alors le PEC, c'est le parcours d'emploi compétences qu'on appelle. Donc c'est 2 personnes dans les 4 contractuels. Il y a 2 personnes qui font des remplacements de maladies actuellement sur la ville. Et enfin, vous avez à côté les 2 agents en dispo et un agent en congé spécial. Voilà, tout pour la présentation. Donc comme vous le savez, la construction du tableau des effectifs de notre ville se compose sur l'adéquation entre les besoins de la ville et enfin le respect du budget alloué sur la partie RH, ressources humaines. Est-ce que vous avez des questions ? S'il n'y a pas de questions, je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Fabrice. L'ordre du jour étant épuisé, je vais, monsieur Hurtaud, vous laisser la parole comme vous me l'avez demandé. Je vous la cède avec beaucoup de plaisir. Mesdames et messieurs les conseillers, monsieur le maire, c'est au nom de l'association Vivre Ensemble à Sainte-Hélène et des 4 lieux de l'opposition que nous tenons à apporter une réponse à votre long réquisitoire lors du dernier conseil municipal du 6 juillet, où vous nous accordez des propos presque diffamatoires et vous nous traitez de menteurs. En fait, ce que vous appelez des informations, ce sont tout simplement des informations qui vous dérangent. Ce que nous publions dans notre lettre d'information sont des faits réels, vus sous un autre angle que le vôtre, et qui permettent d'éclairer nos concitoyens sur les différentes décisions et actions que vous menez pour la commune. Bien entendu, nous poursuivrons cette publication périodique. Vous seriez à notre place, vous ne manqueriez pas de communiquer auprès de nos concitoyens. Mais revenons sur
à votre longue liste de contre-vérités dont certaines ne méritent pas d'y répondre. Les Saint-Hélénois jugeront. Concernant la création du CCAS, vous affirmez que c'est faux. Eh bien, nous avons le regret de vous dire non. La ligne budgétaire de 40 000 € sur le budget 2020, votée par l'ancienne équipe municipale en février 2020, a bien été prévue pour la création d'un CCAS et de l'emploi correspondant à ce poste. Sinon, à quoi aurait servi cette dépense? Concernant le retard du PLU, vous invoquez le contexte sanitaire qui est un prétexte dans de nombreuses de vos remarques. Les bureaux d'études ont repris le travail en juin 2020 dès la fin du confinement. Mais vous aviez sans doute à l'époque d'autres priorités. De plus, les réunions en visioconférence ou distancielles étaient possibles. Concernant la plaine des sports des Argiles, ce projet a été annoncé en réunion publique et dans la presse en 2017. Ce projet n'a jamais reçu d'avis contradictoire ou défavorable des Saint-Hélénois. Le centre aquatique intercommunal aurait pu y trouver sa place et y compléter cette plaine des sports. Le futur centre-bourg aurait pu alors avoir une vision future très différente qu'actuellement. Et l'apport du foncier aurait amené des finances non négligeables pour pallier à vos investissements et à certaines de vos dépenses que nous jugeons parfois excessives. Dans la liste d'actions à mettre à votre actif, vous annoncez avoir mené de nombreuses concertations. Cependant, nous aurions aimé participer au débat des grands projets que sont aujourd'hui l'acquisition de la maison Lataste, la restructuration de la mairie, l'espace de glisse et la réfection des installations sportives. Vous prenez une opposition constructive, mais les mots ne sont pas suivis des faits. Apparemment, un comité de pilotage pour le PLU a été créé, et nous n'y avons toujours pas été conviés. Je me permets de vous rappeler que la consultation des habitants sur les grands projets faisait partie de vos promesses électorales. Enfin, pour conclure, acceptez donc le jeu de la démocratie et ne fustigez pas sans cesse une opposition qui remplit simplement son rôle. Monsieur le maire, la considération et le respect peut nous faire avancer ensemble et bien vivre ensemble. C'est notre devise. Merci de m'avoir écouté. Merci. Martine, un petit mot? Bonsoir à tous. Donc je voulais faire un petit aparté en toute discrétion par rapport à la presse et en toute indépendance vis-à-vis de l'opposition. Voilà, je tenais à soutenir moralement le départ de l'adjointe, Laurent Sédou. Personnellement, je suis contre les remaniements en début de mandat. Cela met mal à l'aise les gens qui partent. Et je suppose que ça met mal à l'aise aussi les gens qui les remplacent. Voilà. C'était tout un petit mot de discrétion, mais je tenais, comme je l'aurais fait pour n'importe lequel d'entre vous, parce que j'ai senti quelqu'un quand même de blessé quand je lui ai parlé. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Fuchs. Alors avant de conclure cette séance, je vais terminer sur une note plutôt positive, un moment de rassemblement important, parce que des moments de rassemblement, nous en proposons, nous n'y voyons pas toujours tous les élus, malheureusement, des moments d'échange aussi. La foire de Sainte-Croix, dans 2 semaines, aura lieu, le 18 et 19 septembre, notre foire de Sainte-Croix, la 250e foire de Sainte-Croix, et je sais que quelles que soient nos oppositions à tous de vision de notre ville, cette foire fait consensus. Nous souhaitons tous la maintenir, nous souhaitons tous qu'elle perdure, qu'elle gagne en dynamisme et en attractivité. Aussi, vous êtes tous invités, comme tous les Saint-Hélénois et toutes les Saint-Hélénoises, à son inauguration, le samedi 18 septembre à 11h. Une foire un petit peu repensée, mais pas bouleversée. Il y aura la fête foraine au même endroit, il y aura toujours l'espace de restauration, et le restaurant municipal porté par l'office municipal se prête bien volontiers au jeu de la modernité et du renouveau. Ils le font avec beaucoup d'enthousiasme. Il y aura des démonstrations de chiens de berger, il y aura des commerçants locaux, des producteurs locaux. Il y a un gros travail de fait à ce niveau-là par l'ensemble des élus, coordonné avec énormément d'enthousiasme, de volonté et de temps passé par M. Frédéric Battu, que je remercie,
et j'espère avoir encore plus de raisons de te remercier au prochain conseil municipal pour la réussite des festivités. 2 temps forts, enfin 3 si on oublie l'inauguration qui sera un temps fort, je vous l'assure, qui sera aussi animé musicalement. Et puis il y aura bien sûr les cérémonies d'intronisation de la confrérie de la Frottée à l'ail qui fait partie des traditions de cette foire. Le soir, nous aurons un spectacle qui s'appelle Les Merveilles de l'eau, spectacle son et lumière de Fontaine d'eau. Nous l'avons privilégié à un feu d'artifice pour célébrer cette 250e édition, pour se préserver de toute annulation de dernière minute de la préfète en cas de risque de feu de forêt. Et puis il y aura un grand bal populaire et concert animé par un orchestre, un groupe qui tourne énormément et qui se produit énormément sur la Gironde et l'Aquitaine en ce moment, qui s'appelle Madame Rouge. L'ensemble du programme sera bien garni, puisque toutes les heures et demie, il y aura une petite animation qui ponctuera et rythmera l'ensemble des festivités. Il y aura bien sûr aussi le thé dansant du dimanche après-midi, et une nouveauté, ou peut-être un retour aux traditions avec un projet porté par le club athlétique de Sainte-Hélène, que nous avons le plaisir de soutenir dans cette démarche-là, qui sera les Olympiades, où nous retrouverons sur le terrain de foot les jeunes de Sainte-Hélène, de Salonne et de Brache, qui s'affronteront dans des jeux amicaux, un peu des intervilles juniors, comme ce fut le cas à une certaine époque. Et donc nous nous retrouverons tous, je le sais, à ce moment-là, pour partager ce moment de convivialité. C'est un événement culturel fort de notre territoire, et c'est un événement qui, pendant le temps d'un week-end, nous rassemblera toutes et tous. Et il y a encore de la place pour être bénévole. Il n'y a pas de scission entre les bénévoles d'hier, les bénévoles d'aujourd'hui et les bénévoles de demain. Bien au contraire, c'est un événement qui rassemble. Tout le monde est le bienvenu. D'ailleurs, Frédéric, nous avons beaucoup de bénévoles qui étaient là il y a 2 ans. Alors on sort d'une année de diète, mais pour conclure, nous pouvons ici avoir des oppositions de style, de forme, de fond et de vision de notre ville, mais rassemblons-nous autour de notre foire de Sainte-Croix, qui est l'identité de notre commune. Merci et bonne soirée. Nous nous retrouverons le 2 novembre. Monsieur Hurtaud. Je ne coupe pas. Allez-y. Non, justement, je suis comme vous, je souhaite que la foire se passe très bien, qu'on ne soit pas trop embêté rapport au pass sanitaire et tout ça. C'est des contraintes qu'on ne connaît pas tout à fait encore. Alors, vous avez raison de le préciser, parce que j'ai oublié de le dire. Aujourd'hui, la réglementation nous impose le pass sanitaire sur la foire. Ce qu'on ne sait pas, c'est la préfecture qui nous le dira, si l'obligation du masque en extérieur sera de vigueur. Donc aujourd'hui, le pass sanitaire obligatoire sur la Sainte-Croix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une seule entrée, avec des vigiles qui vérifieront que tout le monde a le pass pour rentrer sur le site. Ce n'est pas un choix, c'est une application. On le fait comme ça, ou on ne la fait pas du tout. Oui, c'est ça. Et j'avais une question. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'étang de la Levade est devenu une aire de camping-car. Une aire de camping-car. En fait, il y a 5-6 camping-cars le soir en ce moment, et je ne sais pas, on a déjà eu un départ de feu, je ne sais pas s'il ne faut pas prévoir un règlement. Alors il y a déjà un règlement. C'est une information. Oui, alors nous le savons, parce que nous travaillons sur ce sujet-là, notamment avec l'ONF, puisqu'il y a un vrai sujet de protection de notre forêt, puisque tout autour de la Levade, c'est de la forêt communale en plus. Et avec la gendarmerie, alors après, les gendarmes, nous savons que c'est compliqué pour eux, surtout le soir et le week-end, en termes d'effectifs, c'est compliqué. On réfléchit à des solutions. On pourra y réfléchir ensemble, tous ensemble, si vous le souhaitez. Mais effectivement, c'est un vrai sujet de nuisance. Ouais, c'est des panneaux, c'est signalétique et tout ça, pour sensibiliser les gens qui s'arrêtent là. Merci beaucoup. Le prochain conseil municipal, alors les dates prévues sont un petit peu chamboulées, et le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 2 novembre à 19h, toujours à la salle des fêtes. Je vous remercie, passez une bonne soirée.